il faut toujours saluer les militants qui organisent les réunions. Nous savons tous quel travail c'est. Et il faut toujours rendre un hommage aux militants et un hommage aux syndicalistes. Sans les syndicalistes, nous serions rien. C'est grâce à eux si on a les congés payés, c'est grâce à eux si nous avons les 35 heures, c'est grâce à eux si nous avons un code du travail, c'est grâce à eux si nous avons une sécurité sociale et une retraite. Sans syndicat, et contrairement à ce qui est dit dans tous les médias, nous n'aurions rien de tout ça. Je vois de temps en temps sur Internet des gens qui accusent ou se moquent ou méprisent les syndicalistes. Eh bien, ils ont bien tort. Parce que sur le fond, c'est de leur vie dont il est question. De leur vie personnelle, de leur vie intime, de leur vie au travail et de leur vie dans leur vie hors travail. Ça va se calmer doucement le bruit. Voilà, ça va. Et donc je suis invité devant vous. En gros, il y a tellement de choses aujourd'hui à expliquer, à décortiquer et à proposer comme objectif de combat, que je ne sais pas si dans le délai qu'on me donne, j'y parviendrai. Mais la première chose, c'est la défense du code du travail. C'est la pleine actualité puisque c'est ce dont on parle partout. Vous avez vu Pujadas. Pujadas à la télé, journal télévisé, il vous montre un gros livre et il vous dit voilà, c'est 1,5 kg le code du travail. On est confondu d'avoir ce niveau d'attaque inintelligente parce que c'est d'une vulgarité épouvantable. C'est le poids du livre contre le poids des idées qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est fait exprès. C'est fait pour dire aux gens, regardez, ce livre est censé vous défendre, mais en fait, il ne vous est pas accessible. Parce qu'il est trop gros, parce qu'il est obèse, disent d'autres. Et donc, en fait, il est censé être pour vous, mais je vous le dis, il n'est pas pour vous. Donc, nous autres de la haute, nous allons nous occuper de le simplifier pour vous. Nous autres de la haute, nous savons qu'il est trop gros pour vous, nous savons qu'il est obèse, et nous allons faire un code du travail simple. Vous aviez vu aussi Bayrou. Alors, il avait fait fort, hein, c'était des paroles et des actes. Il avait sorti de son sac le code du travail. 3900 pages, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas travailler en France. Et après, il avait sorti le code du travail suisse. Il avait dit un tout petit code. C'est pour ça qu'il n'y a que 5% de chômeurs en Suisse. Bayrou, il n'a jamais bossé dans un chantier. Sinon, il serait précipité pour aller voir dans quelle page il y a les chaussures de sécurité. Et il aurait eu besoin du code. Il n'a jamais ouvert le code non plus. Parce qu'en vérité, le code du travail, il est petit. Il fait 675 pages. Je le montre en ce moment dans les télévisions quand on m'invite en disant il n'est que comme ça. Il ne pèse pas 1,5 kg, il en pèse 250 grammes. Et ceux qui ne l'ont pas ouvert ne peuvent pas se rendre compte qu'il y a 3300 pages de commentaires. Il y a les arrêtés, les décrets, la jurisprudence, les commentaires de la jurisprudence, le glossaire et le sommaire. C'est l'édition d'Allo. C'est comme si vous éditiez François Sagan, amendé par Marcel Proust. Et ça fait, c'est dans l'édition qu'il paraît gros. Dans la vérité, c'est le plus petit des codes que nous avons en France. Évidemment, ils ne s'en prennent pas au code des impôts, qui est plus gros. Ils ne s'en prennent pas au code du commerce, au code de l'agriculture, au code des affaires sociales, au code civil, au code pénal, au code je ne vais pas les énumérer tous, mais chacun d'eux est plus gros que le code du travail. Donc c'est une mauvaise foi évidente de dire que c'est le code du travail qui est obèse. Quant à Bayrou, quand il dit ah mais le petit code suisse, il n'y a pas de code du travail en Suisse, si quelqu'un est suisse ici. Et c'est un traité sur la paix du travail dans les cantons. Et par contre, dans les cantons, c'est un droit civil qui lui-même, d'ailleurs, quand c'est du droit civil, est plus élevé, plus obèse que le droit du travail lui-même. Et donc, et en plus, il n'y a pas 5% de chômeurs en Suisse, c'est parce que quand il n'y a plus de boulot, c'est les frontaliers, ils ne sont pas inscrits en Suisse. Donc Bayrou fait 3-4 mensonges en une seule phrase, comme ceux qui ensuite après passent en disant bon voilà, pour arrêter. Alors, vous avez Robert Badinter et Antoine Longchamp. Pour ceux qui ne connaissent pas Badinter, tout mon respect en ce qui concerne la peine de mort, mais 0 + 0 en droit du
C'est le fils de Gérard Lecamp, qui était un défenseur émérite du Code du travail. Lui, c'est un avocat d'affaires. Je les soupçonne tous les deux, au terme d'un repas arrosé, d'avoir dit que le Code du travail est en baisse, il allait se proposer pour le réécrire. Mais personne ne peut réécrire le Code du travail. C'est une construction d'un siècle d'histoire. C'est une construction de lutte sociale. C'est l'expression des rapports de force sociaux. On ne peut pas se mettre à deux gus pour dire je vais le réécrire. Personne ne peut faire cela. Et d'ailleurs, il propose en 50 points de résumer les 675 pages de loi. Et dans les 50 points, ces deux pignoufs oublient la durée du travail. Ils mettent 50 points, il n'y en a pas un sur la durée du travail. C'est la preuve personne ne peut remplacer les décennies de lutte qui ont construit tous les aspects du Code du travail. Et le Code du travail, pour en venir à des choses historiques, il est né, alors bon, avec le docteur Villermé. On est en 1840. Et en 1840, le docteur Villermé fait une enquête sur l'état des fabriques en France. Et dans 20 villes de France. Il voit des gens qui travaillent 15h, 16h, 17h par jour, dont les femmes et les enfants. Et le bon docteur Villermé, il va mourir au travail. Et alors il dit une chose très importante, il dit il faut travailler moins. Et l'histoire du Code du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. Il a fallu 80 ans pour passer de la journée de 17h à la journée de 10h, entre 1840 et 1920, dans les textes. Il a fallu 70 ans pour passer de la semaine de 40 heures à la semaine de 35 heures, entre 1936 et 2002. Et si nous étions restés à 40 heures, aujourd'hui, nous aurions 10 millions de chômeurs. Que ceux qui disent qu'il ne faut pas réduire la durée du travail, rentrez leur dedans. Parce que sans réduction du temps de travail, on ne peut pas progresser, ni au fur et à mesure des progrès technologiques, ni au fur et à mesure de la production, à s'en sortir avec les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Il faut toujours réduire progressivement la durée du travail. Et la réduction du temps de travail entre 1936 et 2002, je vais vous dire quelque chose. On l'a fait 4 choses en même temps. On a produit plus entre 1936 et 2002. On a gagné plus entre 1936 et 2002. On a doublé le nombre de salariés entre 1936 et 2002. On est passé de 9 millions à quasi 17 millions et demi. En travaillant moins. Pendant 70 ans, on a gagné plus, produit plus, fait plus d'emplois en travaillant moins. Quelle est cette folie soudaine depuis 10 ans de dire qu'il faut faire tourner la roue de l'histoire à l'envers et qu'il faut travailler plus en gagnant moins? Comment c'est possible de nous dire ça? Évidemment, nous l'avons prouvé. C'est notre histoire pratique. Ne soyez pas sur la défensive quand on exige la réduction du temps de travail et d'aller vers 32 heures et vers 30 heures. Ne soyez pas sur la défensive parce que si on a 6 millions de chômeurs aujourd'hui, 6 millions, c'est parce qu'on est en retard sur la réduction du temps de travail. C'est parce qu'il faut aller plus vite vers celle-ci. Et c'est la continuation de l'histoire du Code du travail que d'agir ainsi. Et bien, il faut être hardi sur ce point, parce que la question de la durée du travail, quand même, est au cœur de tout ce qu'ils nous disent. On a Macron, je vais en parler plusieurs fois. C'est mon préféré en ce moment. Qui dit non, ce serait une grave erreur. Et puis on en a d'autres qui nous disent non, travaillez plus, ne comptons plus les heures, libérons, comme ils disent, le temps de travail, et flexibilisons, assouplissons, etc., etc. Et comme dit Bérou, ce serait le code qui empêcherait de le faire. Je continue sur la question du code, parce que le docteur Villermé, il a eu des successeurs. Et puis petit à petit, les successeurs en question ont regardé de près le rapport entre le travail et l'économie. Et il y a eu un grand événement en 1906, c'est qu'il y a eu une catastrophe à Courrières. Et à Courrières, il y a environ 1 millier de morts dans le fond de la mine par un coup de brise. Et puis il restait probablement des dizaines et des dizaines de mineurs dans le fond, quand le patron a quand même décidé, pour que la mine tourne, de faire reprendre le travail en dépit de ceux qui pouvaient encore survivre en bas. Il a arrêté les recherches. Alors en 1906, on a fait quelque chose, on a séparé le ministère de l'économie et le ministère du travail. Et l'idée, c'était que le travail ne soit plus soumis aux exigences de l'économie.
Et depuis un siècle, nous bâtissons un droit du travail pour qu'il échappe aux exigences de l'économie. C'est comme ça que j'ai été particulièrement choqué quand le président Hollande a dit dans sa conférence de presse qu'il fallait adapter le droit du travail aux entreprises. Parce que la vérité, c'est que depuis un siècle, nous adaptons les entreprises au droit du travail. Depuis un siècle, nous forçons les entreprises à respecter ceux qui travaillent en leur sein. Depuis un siècle, on protège la santé, l'hygiène, la sécurité, on veut contrôler les horaires et on veut que les salaires soient à la hauteur. Et quand on vous dit l'inverse en une seule phrase, c'est qu'il faut faire maintenant, faire que le droit du travail soit soumis à nouveau à l'économie, vous annulez ce qu'on fait depuis 1906 en séparant le ministère du Travail et le ministère de l'Économie. Et le dénommé Macron est exactement l'exemple type. Puisque ministre de l'économie, il s'est permis de faire dans sa loi, qui finalement fait quelque chose comme 308 articles, il s'est permis de faire dans sa loi des attaques phénoménales contre le droit du travail et le droit du licenciement. Et ça, c'est une question conceptuelle, théorique, fondamentale. Le droit du travail, il doit s'imposer à l'économie, et non pas l'économie au droit du travail. On ne doit pas se laisser aller dans ce sens-là. Comment on doit faire mieux pour... C'est eux, ils gagnent. Pour gagner le profit, il faut qu'ils regardent ce que nous sommes. Et pour gagner le profit, il faut qu'ils respectent ce que nous sommes. Pour gagner le profit, il faut qu'ils respectent notre droit du travail. Et c'est valable dans le privé, et c'est valable dans la fonction publique. Parce que l'autre s'y en est mis en quelques jours contre la fonction publique aussi. C'est-à-dire, il met sur le même plan tous ceux qui travaillent dans le pays. Et en les mettant sur le même plan, en fait, il peut s'attaquer, bien sûr, au coût du travail et à la durée du travail. Alors le code, il fait 675 pages. Il est fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Le code, c'est notre vie intime, essentielle, vitale. Tous ceux qui même ne le connaissent pas ont intérêt à ce qu'il existe. À un moment donné, vous avez un conflit avec votre patron, vous avez un conflit, un risque de perdre votre emploi, c'est le code. Et plus le code est fort, plus vous avez une chance d'avoir un complot. Plus le code est précis, plus vous avez une chance d'être protégé contre le licenciement. Plus le code vous donne un rapport de force avec vos collègues, plus vous avez une chance de discuter avec le patron le niveau de votre salaire. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas en ayant moins de droit du travail qu'on aura plus d'emploi, c'est l'inverse. C'est le droit du travail qui fait du droit à l'emploi. Si vous laissez faire, vous aurez des gens qui travailleront des dizaines d'heures de plus à la place de gens qui n'auront pas de boulot. C'est le code qui fait le partage et qui permet la régulation. Ils vous disent non, on ne peut pas partager le travail. Ben, bien sûr qu'on peut partager le travail. Le travail, il est toujours partagé dans toutes les sociétés. Et il est partagé soit de façon sauvage, soit de façon régulée. Et donc par le code. Et donc en l'occurrence, on en revient toujours à ce niveau-là. Alors ils essaient de faire croire que c'est trop compliqué. Non, le code du travail, ne vous laissez pas intimider. C'est pas parce qu'il fait un kilo 5, le code est lisible. Vous l'avez pas lu, dites-leur quand même qu'il est lisible. Ne cédez pas. D'abord, il y a 10 articles qui servent au pédophiles. 10. Ensuite, il est très bien ordonné. On sait très bien ce qui va à la naissance du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat. Et en conséquence, ne vous laissez intimider ni par ceux qui disent trop gros, trop compliqué. Défendez-le d'abord de principe. Et ensuite, vous pouvez rentrer un peu dans les détails. Parce que qu'est-ce qui caractérise un contrat de travail? C'est un lien de subordination juridique permanent. Quand vous êtes dans l'entreprise, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de volontariat. Vous êtes subordonné. Et il faut savoir cela, non pas forcément pour l'accepter complètement, mais pour négocier en contrepartie de la subordination un certain nombre de droits et d'avantages. Parce que c'est parce que vous êtes subordonné qu'il y a un code du travail. Vous savez, il y a des entreprises où on vous dit « Non, vous êtes tous collaborateurs ». Moi, je rentrais dans les entreprises comme inspecteur du travail, j'ai fait ça pendant 30 ans. Les DRH m'accueillent, monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Alors à chaque fois, je faisais là des faux quoi, ils ne sont pas déclarés, ils sont clandestins, vous n'avez pas mis sur le registre du personnel. Mais non, monsieur l'inspecteur, pas du tout, ils sont salariés. Je dis pourquoi vous les appelez collaborateurs? On ne peut pas être à la fois collaborateur et salarié, subordonné.
Ça ne colle pas. Alors oui, monsieur l'inspecteur, on l'appelle collaborateur, vous savez, c'est pour les valoriser. C'est pas valorisant. Si on avait mis le mot collaborateur dans le code du travail en 1945, 46, je ne suis pas sûr que ça aurait été valorisant. Mais pourquoi font-ils ça? C'est pour faire croire que dans l'entreprise, vous êtes tous dans le même challenge, vous êtes dans le même défi, vous êtes dans le même bateau. Enfin, jusqu'à ce que le bateau s'en aille avec le patron, et puis vous restez amarré sur le quai au Pôle emploi, et vous apercevez à ce moment-là que vous n'étiez pas collaborateur du tout, mais vous étiez bel et bien subordonné, et vous reprenez votre place essentielle dans votre tête par rapport à l'employeur, pour ceux qui ont parfois des illusions. Parce qu'il y a des gens qui vous disent à la télé, un patron donne du travail, mais un patron ne donne jamais rien, à personne. Il vous achète votre force de travail. Vous cherchez à la vendre le plus fort possible, et il cherche à vous l'acheter le moins cher possible. C'est ça l'entreprise. L'autre jour, comme je disais ça, il y a Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, qui à la télé dit oui, mais Filoche, il dit que les patrons ne sont pas des humains. Mais bien sûr que les patrons sont des humains. C'est bien pour ça qu'on parle d'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que sinon, on ne ferait pas ça. Et donc, en l'occurrence, et l'autre jour, on me dit oui, mais attends, tu attaques un grand patron, là, je ne sais plus lequel c'était. On me dit il fait vivre 50 000 personnes. Bah non, c'est 50 000 personnes qui le font vivre. C'est dans ce sens-là que ça marche. Donc il s'agit de rétablir clairement ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a Bernard Cazeneuve, maintenant ministre de la Défense, de l'Intérieur, qui avait dit ah mais non, une entreprise c'est plus un lieu d'exploitation. C'est quoi? C'est un Dancy. On vient pour y faire la chamade. Bien sûr que non, bien sûr que oui, c'est un lieu d'exploitation. Mais justement, il faut régler. Je fais même pas de morale. Je fais même pas de révolution. Je dis que si vous exploitez, ça se passera pas comme ça. Vous devez payer tant, vous devez respecter les gens que vous exploitez, et on va négocier cette exploitation dans les meilleures conditions possibles pour vous autres salariés. C'est de cette façon-là qu'il y a un code. C'est pas parce qu'on est tous collaborateurs, amis et gentils dans l'entreprise. Moi, je me rappelle encore cette jeune femme quand j'étais inspecteur. Alors vous avez 30 ans d'inspecteur, je ne peux pas raconter tout. Tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Et cette jeune femme, elle avait 27 ans, et elle vient me dire ouais, je suis dans cette boîte de styliste, 3e arrondissement de Paris, 120 salariés quand même. Alors on ne compte pas ses heures, on est tous créateurs. Alors on travaille le soir, et le samedi et le dimanche, parce qu'il y a des salons. Et puis on est entre nous, on sait bien, le directeur financier vient avec nous le soir, on prend des pots, il y a même de la sympathie dans l'entreprise, le patron fait comme les autres aussi. Enfin bon, jusqu'à ce qu'elle ait 27 ans, 28 ans, qu'elle ait un conjoint un peu plus régulier, que ça annonce un bébé, elle commence à dire là je peux pas venir dimanche. Alors le patron dit bah, comment tu peux pas venir dimanche? Je sais bien qu'on a un salon. Alors elle peut pas, elle vient pas. Le lundi on l'accueille un peu froidement, je lui dis bah t'es pas venu hier, on bossait tous. Bah je peux plus, etc. Le soir, comment tu pars maintenant? Tu pars à 5h du soir, 6h du soir, mais tu sais bien qu'on a du boulot ce soir. Et petit à petit, cette jeune femme voit son univers se détériorer. Alors elle vient à l'inspection du travail. Bah, naturellement, nous on lui dit comment? Vous êtes 120, vous n'avez pas de comité entreprise. Vous êtes 120, vous n'avez pas de délégué du personnel. Bah on va y aller. Donc on va imposer un comité entreprise au patron qui nous regarde et dit j'en aurai jamais chez moi. Bah oui monsieur, vous allez en avoir, parce que sinon ça va mal se passer. Son avocat finit par lui dire qu'il faut faire des élections. Alors il affiche le mot pour le comité d'entreprise sur toutes les portes, mais à chaque bureau il dit j'affiche ça, mais c'est pour ce connard d'inspecteur du travail, s'il y en a un qui se présente, je le vire. C'est pas propice à mettre en place un comité d'entreprise, et cette jeune femme, elle est obligée un peu pour elle-même d'aller jusqu'au bout. Alors elle dit qu'elle va se présenter, elle arrive à convaincre 2 ou 3 autres personnes, mais alors là ça devient la guerre contre ces 2 ou 3 autres personnes à l'intérieur de l'entreprise. On la met de côté, on la persifle, on commence à l'inviter pour les cours le soir, le directeur financier vient la voir, puis il lui dit écoute, franchement, une rupture conventionnelle, ça te dirait quelque chose, parce que tu n'es plus bien à l'aise dans notre société. Alors elle tient bon, mais elle va travailler à corps en banque chaque jour. Et puis finalement, il y a des élections, mais pour se présenter, elle va voir un syndicat, je me dis, vous choisissez lequel? Elle me dit la CGT. Bon,
Et quand elle arrive, il y a le patron qui lui dit « Ah ma salope, t'as choisi la CGT, c'est le pire de ce que vous pouvez me faire. Mais peut-être que tu vas pas s'en sortir comme ça. » Et donc en vérité, la tension se fait. Elle va aller jusqu'au bout, il y aura un comité d'entreprise. Et alors après, évidemment, les patrons sont toujours les mêmes. Ils vont essayer de l'acheter. Lui dire d'abord une rupture conventionnelle, on va te faire beaucoup de sous pour que tu t'en ailles. Puis ensuite, après, c'est, alors écoute, voilà, on va te faire une promotion, tu fais ça, mais tu nous laisses tomber avec le comité d'entreprise, on va pas s'embêter. C'est-à-dire qu'ils passent toujours par les phases de menaces, de sanctions, d'achat, et puis de corruption. Mais bon, elle avait du bon, cette femme. Mais je vais vous raconter à partir d'un tout petit exemple, ce qui se passe dans toutes les entreprises que vous avez ici. Parce que s'il y a si peu de syndicalistes, si c'est si dur d'être syndicaliste, c'est parce qu'il y a une répression patronale féroce de ce type. C'est parce que les lois de la République ne sont pas respectées. L'état de droit des entreprises n'est pas respecté. Vous savez que la Constitution française dit que les salariés s'expriment par l'intermédiaire de leurs délégués et participent ainsi à la gestion des entreprises. Ben ça, c'est la Constitution, mais dans la vie réelle. Ensuite, après, la Constitution, elle dit c'est le Parlement qui légifère en droit du travail. C'est pas les patrons, c'est le Parlement. C'est pas des contrats, c'est des lois. Un ordre public social, l'état de droit dans l'entreprise. Mais ça, il est à défendre tous les jours, nous le savons. Et donc le code lui-même est l'expression de cela. On peut se référer à cela. Mais c'est le code le moins enseigné, le moins connu, le plus dénigré, le plus fraudé. On dit plus fraudé, bah oui, un patron sur deux est un délinquant. J'avais dit ça une fois en Bretagne, on m'a dit t'exagères, j'en reviens à Paris, il y a l'AFP qui m'appelle, elle dit vous avez dit ça, j'ai dit oui, je suis d'accord, je me suis trompé, c'est plus d'un sur deux. Parce que ceux qui ne payent pas les heures supplémentaires en France, c'est plus d'un patron sur deux. Et ce n'est pas contraventionnel, c'est délictuel, il s'agit bien de délinquance, il s'agit bien de vol contre les salariés. Et les heures supplémentaires, c'est 1 milliard d'heures supplémentaires en France, impayées, et c'est l'équivalent de 600 000 emplois. Quand on a 6 millions de chômeurs, c'est terrifiant, rien que de prendre cet aspect-là. Et je ne parle pas de tous les autres aspects. Et donc en vérité, il y a de la fraude à ce code. Et la fraude à ce code, elle n'est pas sanctionnée. Il y a 760 inspecteurs du travail. Si on ajoute les contrôleurs et nos corps font fusionner, on arrivera à 2000 agents de contrôle pour 1 200 000 entreprises et 18 millions de salariés. Vous vous rendez compte si ce n'est pas sanctionné? Le droit pénal du travail est d'ailleurs remis en cause par Macron, il est remis en cause par Elsamen, et donc en vérité, ceux qui sont des voyous patronaux, non seulement ne sont pas sanctionnés, mais ils ont tenté, avec les barèmes au moment des prud'hommes, de faire que ceux qui gagnaient leur procès, qui étaient dans leurs droits, n'aient pas de réparation et que le patron soit protégé. Vous vous rendez compte, dans un pays où on parle de sécurité tous les jours, en disant qu'il faut un plancher pour les délinquants, mais pour les patrons, il faut un plafond pour ne pas qu'ils payent trop cher quand ils sont délinquants. Le droit du travail n'est pas suffisamment rentré en application. Ce n'est pas le moment de reculer sur la défense du code. Ce n'est pas le moment de dire que c'est le code qui empêche de travailler. Ce n'est pas le moment du tout d'affaiblir, de réduire, de laisser dire qu'il est obèse. C'est le moment de dire qu'il faut le renforcer. Et je dirai ensuite pourquoi. Alors, bon, après, sur le code, les lois Macron sont terribles. Il y a un article dans la loi Macron, c'est l'article 2064 du Code civil qui est modifié. Moi, je suis passé dessus, j'ai lu ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Et comme il y avait une annexe, c'était la loi du 8 février 1995, j'ai regardé le rapport entre les deux, et ce que ça en fait dans le Code civil. Et en vérité, c'est les deux moments où dans le Code civil, il est dit qu'une relation de travail relève du Code du travail. Si vous l'enlevez du Code civil, ça veut dire que des relations de travail peuvent ne plus relever du Code du travail, mais du droit civil. Quand vous avez opéré ça, alors vous avez l'explication de ce qui se passe avec les taxis parisiens. Le taxi qui m'amenait, je suis un héros pour les taxis parisiens parce que je les défends, et c'est lui qui nous l'a dit, parce que je les défends contre les VTC, voitures, tourisme, chauffeurs. Quel est le rapport des voitures, tourisme, chauffeurs avec Uber, la société qui les manage? Aucun. Ce sont les voitures tourisme avec chauffeur qui payent Uber. Uber envoie la course. De tel endroit à tel endroit, leur seule compétence est informatique et le dispatching informatique. Puis ensuite, le chauffeur,
Il fait la course et il paye 20% de la course à Uber. Tout le reste, c'est à sa charge. La voiture, l'assurance, l'essence, le transport, ses cotisations, tout ça. L'autre jour, en venant d'une télévision, ils m'ont mis un VTC au lieu d'un taxi. Je l'ai fait causer. Le jeune homme avait 22 ans, 23 ans. Et il en était dans la journée à la 20e heure. Dans la semaine, je lui dis combien vous travaillez. Il dit 100 heures, 110 heures. Il me dit ma mère m'a cousu de couverture pour que je puisse dormir dans la voiture. Je lui dis mais ça va bien la santé? Il dit ça va, j'ai un ulcère, mais ça va. Je lui dis mais dans la vie? Il dit bon, je me suis séparé avec ma copine. Je lui dis mais alors et du point de vue financier, il dit j'ai un peu de problème. Parce que l'autre jour j'ai eu un accident, la voiture reculait, il y a eu la tôle, j'en ai eu pour 1600 euros. J'ai dit qui a payé les 1600 euros? Mais il dit moi, parce que je ne pouvais pas faire autre chose, vous êtes retourné vers Uber. Il dit oui, j'ai essayé de dire à Uber, mais ils m'ont envoyé promener. Je dis j'ai insisté. Et donc quand il a insisté, ils n'ont plus envoyé de course à faire. Donc il était obligé de passer par une autre application. Et donc en vérité, ce gars-là, il est dans la banane la plus totale, il n'y a plus de règles. Il est sans droit, sans horaire, sans salaire, et il faut qu'il bosse comme un démon. Alors il me dit, il y a une cliente, elle a écrasé son speed-up sur la moquette, j'ai mis 2 heures. Il me dit, je passe mon temps à nettoyer ma voiture, parce qu'ils sont obligés d'avoir une bouteille d'eau, des petits bonbons, de se lever pour ouvrir la portière, pour se différencier des autres taxis. C'est un système de serf, d'esclaves, pas tout à fait d'esclaves. Mais c'est un système d'exploitation où le salarié est atomisé par lui-même et n'est plus dans une collectivité, et où le rapport entre lui et son donneur d'ordre est un rapport de type commercial, de droit civil. Parce que comme il n'y a pas de contrat de travail, s'il veut aller se plaindre, c'est pas prudent. Il faut qu'il trouve soit une commission d'arbitrage, soit une commission, un tribunal civil pour aller se plaindre. Sinon, il n'a pas de recours. Et ça, les chauffeurs VTC, croyez bien que c'est pas exceptionnel, parce qu'ils vont nous faire ça dans tous les métiers progressivement. Leur prochain objectif, c'est de faire ça dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il n'y ait qu'un cœur particulier de salarié et qui soit tout à fait dégraissé, et après que ce soit des interventions extérieures, le kiné, l'ensemble de ceux qui sont telle pratique de soins, etc., qui interviennent dans l'hôpital sans être salariés, ni dans les effectifs de l'hôpital. Et après, vous aurez des tas de métiers, parce qu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de raison de ne pas faire dans la restauration, il n'y a pas de raison de ne pas le faire ailleurs. Moi, j'avais vu comme inspecteur du travail un marchand de sandwich qui s'appelait Subway à Paris. Il y avait 4 auto-entrepreneurs en guise de serveurs. Une autre fois, dans un chantier, sous le pont Marie, 4 tailleurs de pierre, auto-entrepreneurs. Alors, dans le temps, je pouvais faire un procès verbal comme inspecteur du travail, et en disant c'est du travail dissimulé, il est clandestin. Mais maintenant, avec la loi Macron, il peut échapper, selon la nature du contrat qu'il a décidé de signer, au droit du travail, et en conséquence, même l'inspecteur du travail ne peut pas faire le procès verbal. Et c'est la différence entre le contrat et la loi. Il dit, le contrat, c'est plus haut. Mais le contrat, il ne peut pas être sanctionné par l'inspecteur. L'inspecteur, il sanctionne quand la loi est fraudée. Mais pas quand un contrat est fraudé. Et donc, vous êtes passé d'un système à l'autre, où le contrat remplace la loi. Et vous faites baisser la loi petit à petit de niveau, de forme, de degré. Et donc vous avez de moins en moins de défense. Alors je sais qu'il y a des syndicalistes qui pensent que c'est pas grave parce que c'est pas la loi, c'est la lutte. Ah, bien sûr que c'est la lutte. On doit avoir confiance que dans nos luttes. Mais quand on lutte avec des bonnes lois, c'est plus facile que quand on lutte avec des mauvaises lois. Et donc si on a des repères et des points d'appui, c'est infiniment plus précieux pour pouvoir mener des luttes jusqu'au terme. Alors, quand vous dégradez, il dégrade ce qu'on appelle la hiérarchie des sources de droit. Alors bon, c'est que d'abord, vous avez la directive européenne, si elle existe, la loi CAP, si elle existe, la loi, l'accord national interprofessionnel, ANI, et ensuite vous avez l'accord de branche, l'accord d'entreprise, et puis votre contrat. Normalement, ça part comme ça, c'est-à-dire qu'on diffuse l'ordre républicain à travers tous les petits contrats. Ce qu'a permis Fillon déjà, le 4 mai 2004, c'est de faire l'inverse. C'est d'avoir un accord d'entreprise qui déroge à l'accord de branche qui déroge à la loi, et de cette façon-là, vous affaiblissez l'ensemble de l'édifice de l'ordre public social. Cet renversement de la hiérarchie des sources de droit, c'est ce que Jean Combrexel veut faire dans son dernier rapport. Puisque vous avez 2 rapports qui ont été mis en avant par Manuel Valls, celui de Combrexel, 44 propositions, et le dernier, celui de Bruno Medley, avec 36 suggestions.